Est-ce que c'est vraiment un djihadiste? Est-ce que le fait d'avoir un papier, parce que c'est ça l'élément central de l'enquête pour l'instant, le fait d'avoir un papier avec un drapeau du groupe État islamique et une allégeance au chef de l'État islamique, ça fait de cet homme forcément un djihadiste? Je ne pense pas, parce que là, on ouvre une porte sur tout le monde peut faire tout et n'importe quoi en se réclamant, en vouant allégeance à ce groupe. Il faut vraiment garder la tête froide, si je puis dire, et regarder les choses, regarder les faits. Donc, est-ce qu'un vrai djihadiste qui se dit de l'État islamique va attaquer un commissariat avec un couteau de boucher ou un hachoir, je ne sais pas, et une fausse ceinture explosive? Je ne pense pas. Pourquoi une fausse ceinture explosive? Quel est l'intérêt de porter une fausse ceinture d'explosifs? On les a vus à l'œuvre avec des vraies ceintures explosives. C'était en novembre. Là, c'était des vrais djihadistes. Mais c'est très particulier ce cas-là, parce que franchement, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de porter une fausse ceinture, ne serait-ce que pour se faire tuer. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est peut-être face à une espèce de deuxième ou troisième catégorie de djihadistes, des personnes déséquilibrées ou voilà, dans une situation de détresse sociale ou psychologique qui pourraient se saisir de cette actualité pour commettre Bien sûr, un acte. bien sûr, c'est déjà arrivé dans d'autres pays, ça peut arriver chez nous. Et déjà, il y a un témoignage de ce jeune homme à la poste, comme quoi il n'a pas réussi à retirer de l'argent et qu'il a dit « je vais tout faire sauter ». Bon, j'ai pas les détails, mais bon. Donc, ça laisse penser que, après, c'est notre responsabilité, nous, en tant que journalistes, Oui. comment décrire les faits, comment couvrir l'actualité. Bon, comme vous l'avez très bien dit, c'était un genre très particulier. Donc, on ne pouvait pas échapper à cette couverture. Mais petit à petit, on a très vite compris que, bon, peut-être, ce n'était pas aussi important que ça n'avait l'air. Mais est-ce que ça participe pas aussi, finalement, de cette terreur qui est en train de mettre en place l'État islamique sur un pays comme le nôtre? Avec bien sûr les attaques, comme celle du 13 novembre, mais aussi un climat qui s'installe et qui peut provoquer ce genre d'incident tragique. Parce que je l'ai déjà dit chez vous et avec vous, ça veut dire, c'est quoi le but d'une action terroriste? Qu'elle soit djihadiste ou pas, qu'elle soit avant, comme il y a encore 50 ans, les factions communistes radicales, c'est quoi le but? Au-delà du nombre de victimes, c'est d'instaurer un climat, donc un climat de terreur, d'insécurité, de délation, de suspicion, et aussi de freiner les outils de l'État, de freiner l'économie. Et bien sûr, à ce niveau-là, ils réussissent. Alors, je voudrais profiter de votre présence, Wassim Nass, pour vous poser deux questions, j'allais dire, annexes, qui ne sont pas directement reliées à l'attaque d'hier, mais qui concernent vraiment, encore une fois, cette menace terroriste particulièrement constante et forte sur notre pays. Hier, un responsable terroriste, sous le couvert de l'anonymat, a dit à l'AFP qu'il y avait une sorte de 11 septembre européen qui serait en préparation, c'est-à-dire une attaque multisite, comme on l'a déjà vu en France, mais cette fois-ci dans plusieurs pays européens simultanés. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose que l'État islamique projette? Bien sûr. Parce que ce qui s'est passé le 13 novembre était prévisible. Ce qui n'était pas prévisible, c'est que ça soit de cette ampleur. Donc on parle de 7 kamikazes, 8 assaillants en même temps. Mais c'était juste une question de temps. On savait pertinemment que les stades étaient visés, que tout lieu de rassemblement était visé. Et aujourd'hui, bien sûr, la menace pèse sur l'Europe. D'autres attaques coordonnées pourraient avoir lieu, que ce soit au niveau européen ou même au niveau français. Parce que ça veut dire, les djihadistes, les terroristes, ils frappent là où ils peuvent et quand ils peuvent. Il faut faire abstraction des frontières. Non, mais il y a une différence entre intervenir, attaquer le Stade de France, le 11e arrondissement, et puis attaquer Berlin, Paris, Londres, Madrid, Copenhague en même temps. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont des djihadistes? Il y a une différence de logistique, ne serait-ce que de logistique. Ah, ben voilà, justement. Mais quelle est la logistique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu à Paris? On a vu des équipes européennes, français et belges, les armes achetées en Belgique, ou en Europe au moins, l'artificier est a priori belge, et tout a été organisé sur place. Donc, est-ce que dans les rangs des djihadistes, il y a des Allemands, des Belges, des Britanniques, des Danois, des Suédois, oui ou non? Oui. Donc, ils sont capables de monter des opérations, chacun dans son pays, et de les coordonner. C'est très facile. On n'a plus besoin d'une logistique telle qu'on l'imaginait, encore une fois, il y a 50 ans.
L'autre question que je voulais vous poser, ce matin, Radio France, des informations de Radio France font état d'un nombre assez précis de femmes françaises dans les rangs de l'État islamique. Il est question de 220 femmes, ce qui représenterait à peu près un tiers du contingent français. Est-ce que ces chiffres vous paraissent crédibles ? Oui. Encore une fois, c'est pas étonnant parce qu'on a toujours tendance à avoir ce genre de clichés misogynes, à dire les femmes, elles sont en cuisine, elles font les enfants dans les rangs djihadistes, elles n'ont pas un rôle plus important. Et bien sûr que non. Elles ont un rôle primordial. C'est elles qui vont élever les prochaines générations de djihadistes, et c'est elles qui élèvent leurs enfants, et c'est elles qui s'occupent de l'éducation, que ce soit au niveau scolaire dans les rangs de l'État islamique ou ailleurs. Il faut se rappeler, on a beaucoup d'exemples historiques. Regardez le Hamas palestinien, par exemple. Les mères ont un rôle primordial vis-à-vis des enfants qui, de génération en génération, continuent de s'enrôler dans les rangs du Hamas, dans les rangs d'autres factions. Donc ce n'est pas nouveau, c'est une réalité. Il faut ouvrir les yeux sur cette réalité, que les femmes, elles ont un rôle primordial et pilier dans les rangs des organisations djihadistes.